Après avoir remporté le procès, Jeanne décida d'aller jeter un coup d'œil à la maison de campagne que son mari, Étienne, avait achetée. En entendant une conversation entre sa belle-mère et l'amant de cette dernière dans le kiosque du jardin. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Jeanne marchait lentement le long du trottoir, sentant la tension qu'il avait saisie ces dernières heures se dissiper peu à peu. Le procès était enfin terminé, lui accordant une bouffée d'air frais après l'atmosphère oppressante du tribunal. Elle avait été acquittée dans cette affaire absurde qui la hantait comme un cauchemar depuis des mois. Charlotte Dupont, l'épouse de l'influent homme d'affaires Daniel Benson, avait accusé Jeanne, une infirmière chirurgicale dans une clinique privée, d'avoir secrètement administré des infusions à base de plantes à son mari. Elle prétendait que c'était pour nuire à sa santé et s'emparer de sa fortune. La salle d'audience était remplie d'une atmosphère tendue. L'avocat de Charlotte, un homme pompeux, sûr de lui, avec des yeux de renard, s'efforçait de présenter Jeanne comme une manipulatrice rusée qui utilisait sa position pour piéger le riche patient. Il inondait la salle de jargon juridique comme s'il s'agissait d'une corne d'abondance, accusant Jeanne de violer l'éthique professionnelle, de traitements non autorisés, et même de tentatives d'empoisonnement. Jeanne Lemoine lança d'une voix retentissante l'avocat. En tant que professionnel de la santé, vous compreniez parfaitement que l'automédication avec des remèdes à base de plantes pouvait avoir des conséquences négatives pour le patient. Vous avez agi par égoïsme, cherchant essentiellement à prendre le contrôle de la vie et des biens de M. Benson. Jeanne serra les poings, tentant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Elle se souciait véritablement de Daniel Benson. Cet homme d'affaires était un patient complexe, ayant subi plusieurs interventions chirurgicales graves. Son état nécessitait une attention particulière. Jeanne ressentait de la pitié pour Daniel en voyant à quel point sa femme était distante et peu intéressée par sa santé. Parfois, voyant combien l'homme d'affaires aspirait à une simple communication et des soins, elle voulait apaiser ses souffrances avec les remèdes populaires simples qu'elle connaissait depuis son enfance, grâce à sa grand-mère. De plus, Jeanne croyait sincèrement que les infusions à base de plantes pouvaient calmer ses nerfs et améliorer son sommeil. Elle n'avait aucun motif égoïste. Jeanne Lemoine, la voix tranchante de l'avocat de Madame Dupont résonna de nouveau. « Dites-moi, ce remède à base de plantes a-t-il reçu l'agrément du ministère de la Santé? Des essais cliniques ont-ils été effectués pour prouver son efficacité? Ne comprenez-vous pas qu'en interférant avec le traitement prescrit par un médecin, vous mettez la vie du patient en danger ?» Essayant de rester calme, Jeanne répondit en s'appuyant sur ses connaissances et son expérience. Daniel Benson souffrait d'insomnie et d'anxiété, ce qui avait considérablement aggravé son état après ses interventions chirurgicales. Les médicaments classiques étaient inefficaces. En tant qu'infirmière, j'ai essayé de trouver un moyen d'apaiser ses souffrances. Les mélanges de plantes que j'ai préparés étaient doux et sans danger, lui permettant de se reposer un peu. Votre honneur, ajouta calmement mais fermement son avocat, un jeune et talentueux juriste nommé Mathieu, ma cliente n'a agi que dans l'intérêt du patient. En réalité, elle a cherché à améliorer son état, et aucune preuve de motifs égoïstes n'a été présentée. Un silence gênant s'installa, tandis que Mathieu démantelait habilement toutes les accusations, les contrecarrant avec des faits et de la logique. Il prouva que Charlotte elle-même avait entravé le bon traitement de son mari et présenta des témoins qui confirmèrent les soins prodigués par Jeanne et son désir sincère de l'aider. Heureusement, après avoir écouté patiemment toutes les parties, le juge rendit un verdict équitable, acquittant ainsi Jeanne, au grand soulagement de ses amis et collègues. En l'absence de preuve de la culpabilité de l'accusé, le tribunal la déclare non coupable sur tous les chefs d'accusation, annonça le juge, et des applaudissements éclatèrent dans la salle d'audience. Jeanne se sentait vidée, comme un citron pressé. Tout ce temps, elle avait vécu dans l'attente du verdict, craignant de perdre son emploi, sa réputation ou même sa liberté. Mais tout cela était désormais derrière elle. En quittant le tribunal, Jeanne accepta les félicitations de ses collègues et remercia Mathieu pour son aide, essayant de ne pas penser au fait que son mari n'avait pas trouvé le temps de la soutenir au tribunal. C'était compréhensible, comme toujours, négociation d'affaires et contrat du siècle, prévisiblement. Après sa libération, Jeanne évita délibérément la compagnie de Charlotte Dupont, qu'elle considérait désormais comme son ennemi numéro 1. La jeune infirmière ne voulait pas envenimer la situation et fit semblant de ne pas remarquer les regards significatifs de la femme d'affaires furieuse. Des pensées sur son épreuve et l'injustice qu'elle avait subie tournoyaient dans son esprit. Chez elle, son mari et sa belle-mère l'attendaient déjà. Étienne l'accueillit avec un sourire, mais Jeanne perçut dans ses yeux quelque chose d'étrange, comme s'il cachait une inquiétude. « Jeanne, ça va? Comment ça s'est passé? Tout est réglé ?» demanda Caroline Lemoine avec une vague inquiétude dans la voix. « Nous étions tellement inquiets pour toi. »« Ça va, » répondit Jeanne en essayant de cacher son épuisement. « J'ai été acquittée. »« C'est merveilleux, » soupira Caroline avec soulagement. Maintenant, raconte-nous comment cela s'est passé. Jeanne raconta brièvement les principaux événements, en évitant les détails qui pourraient bouleverser sa belle-mère. Nous sommes tellement heureux que tout soit fini, dit son mari en lui prenant la main. Et j'ai une autre surprise pour toi. Une surprise? Jeanne haussa les sourcils, surprise. Oui, sourit Étienne.
Maman et moi avons acheté une maison de campagne. Regarde, j'ai déjà accroché un trousseau de clés. Une pour chacun de nous, et une quatrième en tant que clé de rechange. Une maison de campagne? Jeanne resta bouche bée. Où ça? À la campagne, répondit Étienne. C'est un endroit très calme et magnifique. Nous pourrons y vivre quand il fera beau. Il y a une rivière à proximité, et la forêt est à 2 pas, des champignons, des baies. La campagne. Un frisson parcourut l'échine de Jeanne. Mais pourquoi? C'est un endroit pour se détendre, expliqua Étienne. Après tout cela, tu as besoin de tranquillité. D'ailleurs, j'ai parlé au chef du département, ton superviseur immédiat. Eh bien, tu pourras reprendre le travail dans 1 mois, au mieux. Caroline intervint immédiatement. Oui, Jeanne, de l'air frais, du calme. Tu pourras te reposer de toute cette agitation. C'est un véritable exploit d'avoir gagné un tel procès. Tu aurais même dû réclamer des dommages moraux à cette femme riche. En entendant la voix sirupeuse de sa belle-mère, Jeanne se sentit encore plus incertaine. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari avait pris une telle décision et sentait que quelque chose d'étrange se tramait. Pourquoi ne l'avait-il pas consulté? Quand est-ce qu'on déménage? Demanda Jeanne, essayant de contenir l'angoisse qui montait en elle. Ce samedi, répondit Étienne. Mais il vaut mieux que tu prépares tes affaires à l'avance. Jeanne hocha la tête, mais une alarme intérieure retentit dans son esprit, signalant que quelque chose n'allait pas. Elle connaissait suffisamment bien Étienne pour comprendre qu'il lui cachait quelque chose. Son mari n'avait jamais pris de décision spontanée, il planifiait toujours tout à l'avance. Et maintenant, une maison au milieu de nulle part, une soudaine impulsion de devenir campagnard? Dans la soirée, quand Étienne partit pour une réunion avec un investisseur étranger, Jeanne demanda directement à sa belle-mère. « Alors, pourquoi est-ce que je dois déménager exactement? Étienne ne m'a pas expliqué correctement. » Caroline hésita un instant, puis répondit. « Oh, ma chérie, on t'a dit que tu avais besoin de te reposer après tous ces ennuis. »« Mais pourquoi maintenant ?» insista Jeanne. « Eh bien, le fait est que, après tout cela, rester en ville est devenu dangereux pour toi. »« Dangereux ?» Jeanne fronça les sourcils. « Quelqu'un pourrait me faire du mal. »« Eh bien, par exemple, Charlotte Dupont, dit Caroline presque dans un murmure. Tu penses qu'elle va te pardonner de l'avoir battue au tribunal? »« Le tribunal m'a acquitté, s'indigna Jeanne. Et cette femme d'affaires ne peut rien me faire. »« Oh, elle est riche et puissante, répondit Caroline avec une note d'inquiétude dans la voix. Ne la sous-estime pas. C'est pourquoi Étienne veut simplement te protéger. Fais-moi confiance, il est vraiment inquiet. Un frisson parcourut l'échine de Jeanne, mais elle s'abstint de poser d'autres questions. Elle comprit que Caroline Lemoine lui cachait manifestement quelque chose. Au vu des circonstances, toute cette histoire de remède à base de plantes et du procès n'était que la pointe de l'iceberg. Je devrais aller voir cette maison de campagne dès que j'en aurai l'occasion. Et Étienne s'en sort bien, il sait agir rapidement quand c'est nécessaire. Il a même déjà appelé le chef de département, et pourquoi M. Moreau ne m'a-t-il pas parlé de cette suspension d'1 mois? Où comptait-il le faire lorsque je reviendrai au travail? Quel homme attentionné, en tout cas, pensa Jeanne en se dirigeant vers la chambre. Elle n'avait plus envie de parler avec sa belle-mère. Étienne ne valait pas mieux. Comme d'habitude, il se précipitait dans des négociations au moment même où elle avait le plus besoin de son soutien et de son implication. Il faisait cela de plus en plus souvent ces derniers temps, bien qu'il ne semblait y avoir aucune raison visible de s'alarmer. Cependant, elle n'avait jamais vraiment surveillé son mari. Elle avait essayé de bâtir leur relation sur la compréhension mutuelle et la confiance. Après tout, quand aurait-elle eu le temps de garder un œil sur Étienne? Elle passait ses journées en salle d'opération. La meilleure infirmière de chirurgie du département. Cela sonnait bien, d'ailleurs, le mur était couvert de certificats, et son salaire était bien plus élevé que dans une clinique ordinaire. La nuit, Jeanne dormit à peine. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête comme des feuilles dans un tourbillon d'automne. Elle n'arrivait toujours pas à comprendre ce qu'Étienne lui cachait, ce qui l'avait poussé à acheter cette maison de campagne, et cette joie si étrange de Caroline Lemoine. Elle brillait comme une pièce polie. Mais de quoi s'agissait-il vraiment? Était-elle réellement si heureuse pour sa belle-fille? Non, cela ne lui ressemblait pas. Il se passait autre chose, c'était certain. Sa belle-mère avait toujours traité Jeanne avec froideur. Et tout à coup, ses affections étranges. Un jour, elle lui reprochait une chose, le lendemain, autre chose. Aujourd'hui, elle piquait Jeanne sur le fait de ne pas avoir d'enfant, et demain, elle critiquait son désir d'adopter un enfant d'un orphelinat. Le matin l'accueillit avec un froid piquant et un sentiment de mauvais présage. Même si le procès était derrière elle, un arrière-goût désagréable persistait dans son âme, semblable à un remède amer, comme une écharde acérée. Être acquitté était sans doute une victoire, mais cela n'avait pas apporté le soulagement espéré. Le regard de l'épouse de Daniel Benson, perçant et rempli de haine, hantait encore son esprit. Toute cette histoire avec les herbes, Jeanne était certaine que cela aurait dû aider. Elle avait agi avec les meilleures intentions, mais qui aurait pu prévoir un tel retournement de situation? Au matin, son mari était étonnamment attentionné et affectueux,
mais Jeanne sentait une étrange distance dans ses yeux, tout comme la veille, lorsqu'il avait annoncé l'achat de cette maison de campagne dans une région pittoresque, loin de l'agitation de la vie citadine. Caroline, elle, était en extase, impatiente de profiter des soirées d'été au grand air. Mais Jeanne sentait une certaine fausseté dans leur joie, tout cela semblait trop artificiel et suspect. « C'est vraiment bizarre », murmura-t-elle en se préparant un café. « Acheter une maison de campagne, comme ça ?» Étienne, assis à la table et feuilletant son journal, hocha simplement la tête. « Tu veux qu'on y aille ensemble ce week-end » suggéra-t-il, sans lever les yeux de sa lecture. « Peut-être » répondit Jeanne de manière évasive, essayant de ne pas révéler ses doutes. En elle, l'anxiété grandissait. Son sixième sens lui criait que quelque chose n'allait pas. À un moment donné, elle eut envie de comprendre ce qui se passait, de résoudre cette énigme étrange. Ce besoin devint plus fort que tous ses autres sentiments. Après le petit déjeuner, profitant du fait que Caroline était partie pour une manucure au salon de beauté et que son mari était parti au bureau, Jeanne décida d'agir. Elle prit discrètement les clés de la voiture et le trousseau de la maison de campagne qu'Étienne avait laissé négligemment sur la table de nuit. Mais avant cela, elle demanda soigneusement à sa belle-mère l'adresse exacte de la maison. Elle appela un taxi et demanda au chauffeur de ne pas mettre de musique dans la voiture. La route vers le village semblait interminable, s'étirant comme la queue d'un renard disparaissant. Le chauffeur de taxi était nerveux, se plaignant de l'état déplorable de la route et des récentes réparations majeures de la suspension. Le chemin de terre serpentait entre des collines et menait au cœur de la forêt, où régnait le silence, seulement interrompu par le chant des oiseaux. La forêt entourant le village était dense et sombre, comme si elle cachait un secret. La maison de campagne où Jeanne finit par arriver lui semblait très étrange et ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Une maison en bois, fissurée par endroits, avec un toit incliné, ressemblait plus à une cabane abandonnée qu'à une retraite confortable. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes, et les parterres de fleurs avaient depuis longtemps fané. « C'est vraiment négligé », murmura Jeanne en sortant de la voiture. Le chauffeur de taxi fit une grimace, comme si cette phrase lui était adressée, puis dit « Madame, réglons la course, ou je vais être submergé de commandes. Au fait, si vous voulez repartir tout de suite, je vous ferai moitié prix. » Jeanne sursauta, mais après avoir payé la course, elle décida de rester. Regardant la voiture s'éloigner, elle fit le tour de la maison, examinant tout avec l'attention d'un chercheur en antiquité expérimenté. Les vieilles fenêtres grinçantes, la porte de travers, les buissons envahis cachant à peine les sentiers. Un vent froid, anormalement glacial pour la saison, la transperça jusqu'aux os. Jeanne se recroquevilla involontairement, comme si elle pressentait que quelque chose de mal allait se produire. Elle entra dans la maison. L'odeur de poussière et d'humidité lui monta immédiatement au nez. « Il y a quelque chose qui ne va pas ici », murmura Jeanne. À l'intérieur, tout était comme à l'extérieur, négligé et vieux. Dans l'une des pièces, elle trouva une vieille boîte poussiéreuse contenant une pile de photographies. Plusieurs d'entre elles montraient Étienne avec une autre femme, jeune, aux lèvres pulpeuses et au sourire éclatant. Sur une photo, le couple était à la plage, et sur une autre, ils étaient dans un restaurant, enlacés. Au dos de l'une des photographies, quelqu'un, probablement Étienne, avait écrit un nom de femme. « Roxane », murmura Jeanne. Les larmes lui montèrent aux yeux, sa tête tourna sous la douleur et la colère. Tout prit soudainement sens, cet achat étrange, la distance d'Étienne, la joie forcée de Caroline. Soudain, Jeanne entendit des voix. L'une d'elles lui semblait vaguement familière. C'était celle de sa belle-mère. Mais que faisait-elle là? Elle avait promis d'aller au salon pour une manucure. Les voix venaient de la direction du kiosque, qui se trouvait au fond du jardin, à l'ombre de quelques arbres fruitiers. Jeanne se figea, écoutant attentivement. « Nous devons trouver un moyen de l'écarter avant qu'Étienne ne change d'avis », entendit-elle la voix de Caroline. « Bien sûr », répondit une autre voix féminine, probablement celle de Roxane, la femme sur les photos. « J'ai déjà tout préparé. Un simple coup de fil et Jeanne sera déclarée incompétente. » « Merveilleux », s'exclama Caroline avec délice avant de continuer à exposer ses pensées. « Nous devons convaincre tout le monde qu'elle n'est pas saine d'esprit. » Jeanne, cachée derrière le rideau de la fenêtre entr'ouverte, retint son souffle. Ainsi, continua Caroline, Étienne ne perdra pas un centime dans le divorce, et cette maison lui appartiendra entièrement, tandis que tous les biens resteront avec lui. En cas de divorce, bien entendu. C'est exactement ce dont nous avons besoin, s'exclama Roxane. Il semble que nous ayons pensé à tout. Mais si cette idiote découvre ce que nous avons manigancé? Elle ne découvrira rien, répondit Caroline d'une voix froide et calculatrice. Elle est trop confiante et naïve. Jeanne frissonna. Le nom, Roxane, oui, la femme des photos. Mais elle est travailleuse dans le secteur médical, murmura l'amante. Et si elle pouvait prouver quelque chose? Elle ne pourra rien prouver, répliqua Caroline en réprimant un rire. Cela se voit sur son front, c'est une perdante. Ne t'inquiète pas, nous trouverons bien un moyen. Nous trouverons les bons témoins, et c'est tout. Nous dirons que son esprit a été embrouillé par tous ses problèmes judiciaires, qu'elle est tombée en dépression. D'ailleurs, Étienne a déjà si bien décrit tous ses défauts. Jeanne retint son souffle.
Mais si elle se rend compte que tout cela est une mise en scène, insista Roxane. Caroline fit une pause. Elle devra être réduite au silence. Que veux-tu dire ? Demanda son interlocutrice, légèrement effrayée. Jeanne ne pourra tout simplement pas dire quoi que ce soit à personne. Qui croirait une folle avec un trouble nerveux ? Et si Madame Dupont s'en mêle, elle dira à tout le monde comment Jeanne a essayé d'empoisonner son mari avec des herbes. Alors ne t'en fais pas. Elle est condamnée, et dans le divorce, elle ne recevra rien. Nous devons juste trouver les bonnes personnes, et c'est tout. Jeanne sera envoyée à l'hôpital, mais cette fois-ci, comme patiente, pas comme infirmière. Caroline conclut. Jeanne se tendit, sentant ses mains et ses jambes commencer à s'engourdir. Est-ce qu'il prévoyait de se débarrasser d'elle ? De la déclarer folle afin qu'Étienne ne perde pas une partie de ses biens dans le divorce ? Alors c'était leur plan ? Jeanne s'éloigna lentement de la fenêtre sans quitter des yeux le kiosque. À l'intérieur, tout bouillait en elle, de colère et de douleur. Comment avait-il pu tomber si bas ? Étienne, qu'elle aimait de tout son cœur, Caroline, qui lui avait toujours semblé être une femme décente et rationnelle, et cette Roxane, une prédatrice prête à détruire leur vie pour son propre profit. Les mains de Jeanne tremblaient, des larmes coulaient sur ses joues. Elle ne savait pas quoi faire ensuite, mais une chose était sûre, elle ne se laisserait pas abattre. Elle se battrait pour son honneur. Elle ne les laisserait pas la briser. Et ensuite, ces conspirateurs regretteraient d'avoir osé toucher à une infirmière sans défense mais capable de montrer les crocs. Heureusement, Caroline et Roxane n'entrèrent pas dans la maison, se limitant à leur conversation dans le jardin. Bientôt, le bruit d'un moteur de voiture approchant se fit entendre. Jeanne se déplaça vers la fenêtre. « Ah, c'est toujours le même cirque », murmura-t-elle en voyant son mari assis derrière le volant. Tout prenait désormais sens. À un moment donné, Jeanne ressentit soudain un vif désir de sortir sur le perron et de dire à ce trio tout ce qu'elle pensait d'eux. Mais elle abandonna cette idée, décidant de jouer le rôle de la naïve jusqu'au bout. Que son mari et sa maîtresse croient qu'elle se retirerait à la campagne, censée guérir ses blessures émotionnelles causées par le long procès. Mais en réalité, Jeanne se préparait à une bataille pour ses biens. Après tout, au moins les 2/3 de la maison dans laquelle il vivait actuellement avaient été payés grâce à son salaire. Jeanne observa les voitures s'éloigner puis commença à réfléchir à ce qu'elle dirait à son mari concernant son escapade indépendante à la maison de campagne. Je me demande ce qu'ils avaient prévu pour moi ici. Comment comptaient-ils me déclarer folle ? Pense-t-il vraiment pouvoir m'effrayer comme une épouvantail dans un jardin ? Pensa Jeanne avec ironie. Le soleil haut dans le ciel baignait la maison de campagne de lumière dorée. Jeanne, comme réveillée d'un mauvais rêve, regarda autour d'elle le paysage inconnu et sourit. Le silence du village, uniquement rompu par le chant des oiseaux, semblait étrange, mais apaisant. Le choc récent et la révélation du complot s'effacèrent en arrière-plan, laissant place à une nouvelle sensation, inconnue, la paix et le désir d'échapper à la ville bruyante. Décidant de rester, Jeanne s'imagina soudain passer ses journées dans ce coin calme et cosy. Ici, elle pourrait profiter des couchers de soleil, se promener dans les bois et respirer l'air pur. En même temps, une pensée traversa son esprit, et si c'était sa chance de commencer une nouvelle vie, sans mensonge ni trahison ? Une vie où elle pourrait enfin respirer librement. Jetant les photographies compromettantes à la poubelle, Jeanne prit une profonde inspiration. Elle avait vraiment besoin d'une pause, de temps pour digérer ce qui s'était passé et réfléchir à la manière de sortir de cette situation compliquée. Et cette maison de campagne, pleine de secrets et de mystères, était devenue son sanctuaire. Le temps passa rapidement, d'autant plus que Jeanne s'occupait en faisant le ménage. Puisqu'elle avait été envoyée en exil, autant que ce soit un exil agréable plutôt qu'un séjour dans une grange délabrée. À un moment donné, son téléphone sonna dans sa poche. C'était son mari. « Jeanne, où es-tu passée ? Maman s'inquiète, elle dit que tu es partie en course et qu'il est déjà tard. » « Oui, j'ai décidé de venir voir la maison de campagne par moi-même. Je pense que je vais rester ici, » répondit Jeanne, jouant le jeu avec son mari, essayant de garder sa voix calme. « Tu sais, c'est vraiment magnifique ici, et l'air est merveilleux. Je profite simplement de la nature. » « Oh, eh bien, tant mieux alors, » répondit son mari, d'un ton quelque peu soulagé. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je dois filer. » « D'accord, » répondit Jeanne avant de raccrocher. Elle avait déjà décidé de ne pas fixer de durée pour son séjour. Que son mari pense qu'elle ne faisait que profiter de la nature. Le lendemain, Jeanne alla faire des courses. L'épicerie du village était petite et accueillante. Derrière le comptoir se tenait une femme rondelette aux yeux bienveillants, qui se révéla être une connaisseuse des potins locaux. « Bonjour », salua Jeanne poliment. « Je vis ici, à la maison de campagne, et j'aimerais savoir où je peux acheter des œufs frais et du lait. »« Bonjour », répondit la commerçante en la regardant avec intérêt. « Je m'appelle Lizzie. Vous venez de la ville, n'est-ce pas ? Vous êtes nouvelle ici. »« Oui, c'est vrai, » sourit Jeanne. « Je m'appelle Jeanne. »« Eh bien, Jeanne, bienvenue dans notre petit coin perdu, » dit Lizzie, les yeux pétillants d'intérêt. « Pour les œufs et le lait, allez voir Martin à la ferme. C'est un brave homme, serviable. Pour tout le reste, venez me voir, je vous tiendrai au courant des dernières nouvelles. » Jeanne remercia Lizzie et quitta la boutique.
À la ferme, elle fut accueillie par un garçon souriant d'une dizaine d'années, avec des taches de rousseur amusantes sur le visage. Il s'agissait de Marcus, le fils du propriétaire. Après l'avoir écouté, il courut immédiatement vers la maison chercher son père. Apparemment, le garçon n'avait pas de mère. « Bonjour », commença Jeanne en voyant devant elle un fermier robuste portant une chemise à carreaux et un pantalon de travail usé. « Lizzie m'a suggéré de venir vous voir pour du lait et des œufs. »« Bonjour », sourit l'homme. « Je m'appelle Martin. Enchanté. Bien sûr, je peux vous aider. Le lait est frais, et les œufs de première qualité. Les poules les pondent elles-mêmes. »« Merci beaucoup, » répondit Jeanne. « Je serais ravi de vous en acheter. »« Aucun problème, » dit Martin. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, demandez-moi, je suis toujours heureux d'aider. » Après avoir pris tout ce dont elle avait besoin et mis les provisions dans le panier en osier que Martin lui avait donné, Jeanne le remercia encore une fois et rentra à la maison de campagne. Le lendemain, elle décida de rendre visite au maire du village. Elle voulait savoir qui détenait l'autorité ici et quelles étaient les coutumes locales. Le bureau du maire était situé dans un petit bâtiment en bois délabré, qui semblait pouvoir s'effondrer à tout moment. À l'intérieur, derrière un grand bureau usé par le temps, se tenait un homme vêtu d'une veste usée. « Bonjour », salua Jeanne en essayant d'être polie. « Je m'appelle Jeanne Lemoine, votre nouvelle résidente. Je voulais me présenter et en savoir plus sur le fonctionnement du village. »« Bonjour », marmonna l'homme, à peine audible. « Je suis Michel Dupuis, le maire. Vous avez trouvé tout ce qu'il fallait ? Nos règles sont simples. Payez l'électricité, ne dérangez pas la tranquillité, et vivez votre vie. »« Merci », sourit Jeanne en prenant des notes. « Au fait, où puis-je trouver un poste de secours ? Peut-être y a-t-il du travail disponible ? Je suis infirmière. »« Infirmière ? C'est une bonne chose. Il y a un poste de santé à quelques maisons d'ici. » Michel Dupuis pointa du doigt. Catherine Lefebvre y est toujours, avec ses livres et ses pilules. Elle vieillit et ne veut pas prendre sa retraite parce qu'il n'y a personne pour la remplacer. Jeanne remercia le maire et se dirigea vers le poste de santé, qui se révéla être une petite maison en bois avec une petite pancarte peinte à la main accrochée à l'extérieur. À l'intérieur, dans une petite pièce, était assise une vieille femme portant des lunettes à monture en corne posées sur son nez. « Enchantée de vous rencontrer, Jeanne, » dit-elle. « J'ai déjà entendu parler de vous, Lizzie a dû être occupée. J'espère que vous vous plairez parmi nous. »« Moi aussi, je suis ravie de vous rencontrer, » répondit Jeanne. « Eh bien, j'ai entendu dire que vous êtes infirmière. C'est une bonne chose, j'aurai certainement besoin d'aide. Mais prenez d'abord le temps de vous installer et de vous acclimater. Il y a aussi des risques dans le village, il faudrait vérifier votre immunité. Vous devrez peut-être vous faire vacciner contre les tiques. Tenez, voici une liste, dit Catherine Lefebvre en écrivant plusieurs vaccins sur un morceau de papier. Et si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas à venir me voir, ne craignez pas la nouveauté, ici, tout le monde est paisible. » Jeanne remercia encore une fois la vieille femme et rentra enfin chez elle. Vers la fin de la journée, Étienne arriva, apportant des affaires nécessaires ainsi qu'un petit sac de provisions. « Tu prends ton temps pour ces vacances » dit-il avec un sourire en coin, mais sans le moindre regret ni inquiétude dans les yeux. « Tout va bien. »« Oui, chérie » répondit Jeanne en souriant, toujours dans le rôle de l'infirmière innocente et naïve. « J'aime tellement la nature que je n'ai même plus envie de partir. »« Eh bien, si c'est le cas, si tu ne veux pas partir, reste. Je passerai plus près du week-end. » Son mari haussa les épaules. « Merci, » sourit Jeanne. « Pas de souci, tous tes désirs sont des ordres, » plaisanta-t-il, mais son sourire semblait un peu forcé. « Très bien, » dit-il en se levant et en se dirigeant vers la voiture. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. »« D'accord, » répondit Jeanne en le regardant partir. Elle comprenait parfaitement que le jeu ne faisait que commencer. Son mari ne savait rien de la conversation qu'elle avait entendue et pensait qu'elle avait simplement décidé de se détendre. Mais Jeanne ne perdait pas de temps. Elle commençait à rassembler des informations, car elle devait en apprendre plus sur Roxane et sur les plans de son mari et de sa belle-mère. Jeanne savait très bien qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés et attendre que ce complot détruise sa vie. C'est à ce moment-là, alors qu'elle était assise sur le perron, en train de réfléchir à sa stratégie, que Marcus, le garçon qu'elle avait rencontré plus tôt, arriva en courant. « Jeanne, » halta-t-il. « Catherine Lefebvre a besoin de vous tout de suite. Papa est tombé du tracteur et s'est blessé à la jambe avec la charrue. » Le cœur de Jeanne se serra. Elle se rappela immédiatement la vieille femme qui travaillait comme infirmière locale et qui faisait maintenant face à une blessure grave. « Où est-il » demanda Jeanne, essayant de garder son calme. « Dans le champ » répondit le garçon, pointant de la main vers les collines qui s'étendaient au-delà des champs de la ferme. « L'ambulance prendra du temps à arriver » a dit Catherine. « Tu sais ce que tu fais, et elle ne peut plus gérer la situation. Ses mains tremblent à cause de l'arthrite. » L'intuition de Jeanne lui disait que c'était grave. Ayant travaillé comme infirmière de bloc opératoire dans une clinique privée pendant des années, elle en avait vu beaucoup et comprenait parfaitement que, dans des situations comme celle-ci, chaque seconde comptait. « Alors, dépêchons-nous, » dit Jeanne, déjà en route vers la porte. «
Le garçon courait devant elle tandis qu'elle marchait rapidement, mentalement se préparant à ce qui l'attendait. Elle savait que, dans les zones rurales, les gens utilisaient souvent des équipements sans suivre les règles de sécurité de base. Martin pouvait avoir subi une blessure grave. Le poste de santé accueillit Jeanne avec l'odeur des médicaments et des désinfectants, mêlée à celle de quelques herbes. La salle de traitement était petite, avec des murs blancs ornés de vieux posters jaunis sur l'hygiène de vie. Sur la table d'examen se trouvait une armoire à instruments, un stérilisateur à moitié rempli d'eau et une petite trousse de premier secours. Dans un coin, se tenait Catherine, son visage d'ordinaire bienveillant et accueillant, désormais tendu. « Merci d'être venue, Jeanne, dit-elle lorsque l'infirmière arriva. Le temps presse, et Martin perd du sang. J'ai appliqué un garrot, mais ce n'est qu'une mesure temporaire. L'ambulance ne peut pas entrer dans le village parce que le pont s'est effondré. Ils font un détour, ce qui prend du temps, comme tu peux l'imaginer. » « Où est-il » demanda Jeanne en enfilant des gants médicaux, une lueur particulière apparaissant dans ses yeux, celle qui montrait qu'elle était prête à relever le défi lorsqu'elle passait en mode professionnel. « Sur la table d'examen, dans la pièce d'accent grave côté, répondit Catherine en se retirant pour la laisser passer. Jeanne se rendit auprès du patient. Son visage était pâle et ses lèvres bleuies. Martin était clairement à demi conscient, marmonnant des choses incompréhensibles. Sur sa jambe, juste au-dessus du genou, il y avait une plaie profonde d'où le sang s'écoulait. « Nous devons arrêter l'hémorragie, dit Jeanne en touchant la plaie. Elle sentit le pouls vif de l'artère. « Catherine, donne-moi des compresses de gaz, du peroxyde d'hydrogène et une seringue. » L'auxiliaire de santé trouva rapidement les outils nécessaires dans la trousse de premier secours, comprenant qu'à ce moment précis, chaque geste et chaque mot pouvaient être cruciaux. « Nous aurons besoin d'eau froide, dit Jeanne en examinant la plaie. Et aussi, au moins un petit pansement stérile. »« Nous en avons, dit rapidement Catherine, apportant un petit paquet de compresses stériles. Bien, Catherine, tu vas devoir m'aider. Nous devons stabiliser la jambe pour que je puisse suturer la plaie. Que dois-je faire ? Désolé de te demander ça, ma chère, mais la chirurgie n'est pas ma spécialité, demanda l'auxiliaire, ses mains tremblant légèrement. Prends cette planche, place-la sous la jambe de Martin et appuie fermement, mais doucement, contre la table d'examen. Catherine rassembla toutes ses forces et suivit les instructions. Maintenant, donne-moi les ciseaux, dit Jeanne en continuant à traiter la plaie avec du peroxyde d'hydrogène. L'auxiliaire lui tendit l'instrument nécessaire. D'accord, nous devons enlever les fragments de tissu et la saleté de la plaie, dit Jeanne en coupant soigneusement les écharpes de bois qui étaient logées dans la chair. Il est très important d'éviter toute infection. Fais attention, Jeanne, murmura anxieusement Catherine. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais, répondit Jeanne sans quitter la plaie des yeux. Elle retira toutes les échardes visibles, nettoya la plaie et commença à suturer. Catherine, passe-moi la pince, demanda Jeanne en prenant une aiguille stérile avec du fil dans sa main et un peu d'alcool. Je dois désinfecter les bords de la plaie. L'auxiliaire trouva rapidement les outils nécessaires dans la trousse de premier secours, confirmant une fois de plus ses compétences et son expérience professionnelle. Elle voyait que Jeanne agissait rapidement et avec assurance. Ses mains étaient stables et ses yeux concentrés sur la tâche. Maintenant, nous avons besoin de coton et d'un bandage, dit Jeanne en finissant les sutures. L'assistante âgée lui tendit tout ce dont elle avait besoin. Jeanne traita soigneusement la plaie avec un antiseptique et appliqua un pansement stérile. Voilà, maintenant Martin doit se reposer et prendre des antibiotiques, dit Jeanne en examinant le résultat final de son travail. J'espère que tout ira bien. Merci, Jeanne, dit Catherine avec sincérité, ses yeux bleus remplis de gratitude. Tu l'as sauvé. Eh bien, c'est mon travail, répondit modestement Jeanne. J'ai juste fait ce que je savais faire. Jeanne sentit qu'elle avait vraiment fait tout ce qu'elle pouvait. Elle avait travaillé à la limite de ses capacités. À la clinique, elle n'avait fait qu'assister les médecins, mais ici, dans cette contrée sauvage, elle avait pris le rôle principal. À ce moment-là, une ambulance arriva enfin au poste de santé, avec la sirène hurlante. Jeanne sortit pour rencontrer les médecins. Elle leur expliqua brièvement la situation et confia Martin à leurs soins. « Vous avez réalisé l'intervention » demanda un médecin, surpris, en examinant le bandage sur la jambe du patient. « Dans ces conditions, oui » répondit modestement Jeanne. « Je n'avais pas le choix. » « Eh bien, vous êtes une vraie professionnelle, remarqua le médecin avec admiration, la regardant avec respect. Merci, sourit Jeanne. Elle se sentait non seulement comme une infirmière compétente, mais aussi comme quelqu'un qui commençait à gagner la confiance des habitants du village. Il lui semblait qu'elle avait enfin trouvé sa place dans cette région reculée qui, au début, lui avait apporté tant de moments désagréables. Voyant Marcus, perplexe, se tenir à l'écart, Jeanne s'approcha de lui et le prit dans ses bras. « Que dirais-tu de venir avec moi ? Ton père sera à l'hôpital pendant un moment. Tu pourras te reposer et manger quelque chose avec moi. » Le garçon, habituellement bruyant et plein d'énergie, était aujourd'hui silencieux et pensif. « D'accord, allons-y, » répondit Marcus. Le cœur de Jeanne se serra de compassion. Elle comprenait à quel point cela devait être difficile pour le garçon en ce moment. « Je comprends que c'est dur de voir ça, dit-elle aussi doucement qu'elle le pouvait.
Mais ton père ira bientôt mieux et tu pourras le retrouver. Pour l'instant, tu peux rester avec moi. Le visage de Marcus s'illumina. Vraiment? Bien sûr, répondit Jeanne en hochant la tête. Je serais heureuse d'avoir de la compagnie. Sans hésitation, Marcus se jeta dans ses bras. Merci, s'exclama-t-il en la serrant dans ses bras. Jeanne caressa doucement les cheveux du garçon, sentant une chaleur se répandre dans sa paume, et elle réalisa que dans cette petite personne qui avait besoin de soins, elle avait trouvé exactement ce dont elle avait besoin elle-même, un but, un sens, et quelqu'un pour la distraire des pensées douloureuses à propos d'Étienne. Que dirais-tu de me dire ce que tu aimes faire, suggéra Jeanne lorsque Marcus eut mangé et s'était calmé un peu. À quel jeu aimes-tu jouer? Eh bien, j'adore aider mon père à la ferme, répondit le garçon en bombant fièrement le torse. Je peux aussi conduire un petit tracteur et tondre. Papa dit que je serai un vrai fermier un jour. Waouh, super choix, sourit Jeanne. Quoi d'autre? J'aime aussi regarder les nuages, continua Marcus en regardant rêveusement par la fenêtre. Ils sont si différents, comme des bateaux de coton ou des animaux duveteux. Parfois, j'ai l'impression qu'ils me murmurent quelque chose. Jeanne sourit. C'est merveilleux. Moi aussi, j'aimais regarder les nuages quand j'étais enfant et imaginer à quoi ils ressemblaient. Et que faisais-tu quand tu étais petite? Demanda Marcus avec prudence, en se rapprochant un peu plus. Jeanne soupira tristement en se remémorant son enfance, légère et insouciante. Eh bien, je vivais dans une petite ville. Chaque été, j'allais chez ma grand-mère et je passais mes vacances là-bas. Ma grand-mère était une femme extraordinaire. Elle connaissait toutes les herbes, leurs propriétés et leur pouvoir de guérison. Elle m'a appris à les reconnaître et me racontait des histoires sur chacune d'elles. Vraiment, dit Marcus, les yeux écarquillés. Oui, par exemple, la camomille est la fleur de la déesse du soleil qui apporte la lumière et la joie. Et les bleuets sont les gardiens des secrets du ciel, ils t'aident à retrouver ton chemin vers chez toi. Et tu y croyais? Demanda Marcus, ses yeux grands ouverts. J'y crois encore. Ma grand-mère disait toujours que la magie vivait dans chaque brin d'herbe et chaque fleur. Je me souviens que nous ramassions des herbes, les faisions sécher et préparions des infusions incroyables, répondit Jeanne avec sérieux. Et pourquoi? Demanda le garçon, étonné. Pour aider les gens, répondit Jeanne. Ma grand-mère était guérisseuse, et j'ai toujours rêvé d'être comme elle, d'aider les gens, de les soigner, d'apaiser leurs souffrances. Et tu es devenue infirmière, devina Marcus. Oui, mon rêve s'est réalisé. Je travaille dans une clinique et j'aide les médecins à réaliser des opérations. C'est trop cool, s'exclama Marcus avec admiration. Tu es comme un super-héros. Non, allons, n'exagère pas, sourit Jeanne modestement. Je ne fais que mon travail, et je suis très heureuse de pouvoir aider quelqu'un. Je veux devenir médecin, comme toi, décida rapidement le garçon. Non, je ne suis qu'infirmière. Être médecin est une profession très responsable. Mais si tu travailles dur et que tu étudies bien, tu y arriveras. Inspiré par Jeanne, Marcus se replongea dans ses études avec une énergie renouvelée, posant une multitude de questions sur divers sujets. Jeanne y répondit patiemment, essayant d'élargir les horizons du garçon autant que possible. Elle trouvait la communication avec Marcus facile et agréable. Elle ressentait une affection sincère pour lui, comme s'il était son propre fils. Jeanne comprenait également que Marcus pourrait être la seule personne à devenir un véritable ami pour elle, quelqu'un qui ne la jugerait pas et la soutiendrait dans n'importe quelle situation. « Je suis sûr que ton père sera fier de toi, » dit Jeanne avec un sourire. Marcus baissa timidement les yeux. Il était encore trop jeune pour saisir toute la gravité de la situation, mais il ressentait intuitivement que Jeanne était comme son ange gardien. Soudain, la sonnerie du téléphone interrompit leur moment de tranquillité. Jeanne sursauta légèrement et se précipita pour répondre. « Allô? Jeanne, c'est vous? Je m'excuse pour l'indiscrétion, c'est Daniel Benson. J'espère que vous vous souvenez de votre ancien patient, Daniel Benson. »« Allô, bien sûr que je me souviens. Il y a un problème? » demanda Jeanne, essayant de dissimuler l'inquiétude dans sa voix. L'homme d'affaires hésita un instant, comme s'il décidait s'il devait tout dire d'un coup ou révéler les choses par étapes. « La situation est un peu compliquée. Votre vie familiale semble être sur le point de devenir l'objet d'un examen judiciaire. » « Que voulez-vous dire? » Jeanne sentit son sang se glacer. Y aurait-il un autre procès? Elle avait pressenti que quelque chose n'allait pas, mais elle n'aurait jamais deviné que cela prendrait une telle ampleur. « Charlotte, enfin vous comprenez, ma femme, rassemble activement des témoignages contre vous avec votre mari, Étienne. » Daniel fit une pause, donnant à Jeanne le temps d'assimiler ce qu'il venait de dire. Ils prétendent que vous souffrez d'un trouble mental, et certains membres du personnel de la clinique auraient apparemment confirmé cela. Le cœur de Jeanne se serra de douleur. Elle savait ce qui motivait cette calomnie et à quel point il serait difficile de lutter contre de telles accusations mensongères. Quels membres du personnel? Et comment ont-ils pu faire une chose pareille? Jeanne parvint à peine à prononcer ces mots, sentant les larmes lui monter aux yeux. Malheureusement, ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens pour parvenir à leur fin. Il semble qu'Étienne ait peur de perdre une partie de ses biens lors du divorce. C'est simple, ils vont d'abord vous faire passer pour une personne instable, puis prendre tout lors du divorce.
Je ne connais pas les noms exacts des traîtres à la clinique, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup, répondit calmement Daniel. Ils ont probablement peur de Charlotte, ou bien ils ont simplement cédé à sa pression. Je veux vous dire que je sais combien vous m'avez aidé après mon opération, et je vous en suis sincèrement reconnaissant. Je suis désolé d'avoir été si faible et de ne pas avoir pu vous protéger au tribunal, mais je vais réparer cela, je vous le promets. Mais que puis-je faire? Jeanne se sentit impuissante, comme une petite fille jetée dans une rivière sans gilet de sauvetage pour la première fois. Je suis prêt à témoigner en votre défense, dit Daniel de manière inattendue. Si cela arrive au tribunal, je dirai tout ce que je sais sur vous. Vous êtes une personne honnête, consciencieuse, une vraie professionnelle. Je ne permettrai pas que l'on vous diffame. Mais pourquoi risqueriez-vous cela? Jeanne était stupéfaite par sa détermination. Votre gentillesse, Jeanne, mérite le respect, et lorsque quelqu'un essaie de la rabaisser, je ne peux pas rester là sans rien faire, répondit Daniel avec chaleur, comme s'ils étaient de vieux amis. Vous m'avez aidé quand personne d'autre ne le pouvait. Je n'oublierai jamais ça. Ma femme n'a jamais caché qu'elle attendait juste un héritage, et j'ai réussi à m'en sortir grâce à vous. Merci beaucoup, Daniel Benson, répondit Jeanne, touchée par ces paroles. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Inutile de me remercier, je fais juste ce que je pense être juste. Mais soyez prudente, votre situation est compliquée. Après avoir raccroché, Jeanne sentit une vague de soulagement l'envahir. Dans ce monde plein de tromperies et de trahisons, il y avait encore des gens prêts à la soutenir et à la protéger. Marcus, voyant son visage soudain pâle, demanda. « Jeanne, tu ne te sens pas bien ?»« Non, ça va, » tenta-t-elle de sourire, bien que son cœur soit serré d'inquiétude et de soucis. « Je suis juste un peu fatiguée. Prenons plutôt le déjeuner. »« D'accord. J'ai de la délicieuse confiture de framboise. » s'exclama joyeusement Marcus en sautillant sur un pied. « C'est grand-mère Catherine qui l'a fait. »« C'est super, » répondit Jeanne en prenant le garçon par les épaules et en l'embrassant sur le front. « Allez, raconte-moi comment s'est passée ta visite à l'hôpital avec ton père ce matin. » Le déjeuner se déroula paisiblement. Jeanne s'efforçait de ne pas montrer son anxiété à Marcus, en gardant la conversation fluide à propos de sa vie au village, de son père et de ses jeux préférés. Elle lui posa beaucoup de questions, essayant de se distraire de ses pensées profondes. Malheureusement, après l'appel de Daniel, chaque jour pour elle ressemblait à des grains de sable dans un sablier, comptant les instants avant de se retrouver à nouveau dans la salle d'audience. Divorce, un mot qui lui avait autrefois semblé abstrait et étranger menaçait maintenant de détruire tout ce qui lui tenait à cœur. Et le coupable de cette destruction était son propre mari, qui semblait avoir complètement cessé de la remarquer. Dehors, les oiseaux chantaient comme pour se moquer d'elle, tandis que Jeanne ressentait un vide glacial dans son âme. Étienne était devenu plus audacieux et avait cessé de cacher ses sentiments pour Roxane. Ses appels, remplis de mépris glacial et de reproches moqueurs, faisaient désormais partie du quotidien de torture de Jeanne. « Jeanne, il n'est pas nécessaire de faire une scène. Notre relation est terminée, et tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu n'as plus ta place dans ma vie. Roxane est bien mieux, je m'en rends compte maintenant. » À chaque fois qu'elle entendait ces mots, elle avait envie de disparaître sous terre. Mais Jeanne se retenait, essayant de ne pas montrer à son mari à quel point ces paroles la blessaient. Elle ne voulait pas lui donner la satisfaction de le voir triompher de son cœur brisé. « Je ne vais pas rester silencieuse et supporter tes insultes, » répliqua Jeanne, luttant pour retenir ses larmes. « Et je me fiche de ce que tu penses de Roxane. Je vais tout gérer moi-même, et tu le regretteras. »« Oh, allons, quelle femme dramatique, » rit Étienne au téléphone. « On verra comment tu t'en sortiras. D'ailleurs, bientôt, tu n'auras plus rien et plus aucun endroit où aller dans ma maison. J'ai déposé une demande de divorce, et crois-moi, les avocats préparent déjà des documents pour prouver ton incompétence mentale. Tu comprendras bientôt que la vie sans moi signifie la pauvreté et la solitude. » Jeanne serra les poings, réprimant l'envie de fracasser le téléphone contre le mur. Le ressentiment brûlait en elle, mais elle comprenait qu'elle ne pouvait pas céder à ses émotions. Elle devait être forte, maintenant plus que jamais, rassembler ses pensées et se préparer à la bataille qui l'attendait au tribunal. Jeanne commença à se préparer pour le procès. Elle étudiait les lois, rassemblait des preuves, communiquait avec l'avocat engagé par Daniel Benson, et se préparait à toute question qui pourrait surgir. Chaque jour était rempli de tension et d'anxiété. Finalement, Martin fut autorisé à sortir de l'hôpital. Il utilisait encore des béquilles, mais il pouvait se déplacer de façon autonome. En voyant le fermier épuisé, Jeanne remarqua immédiatement qu'il était devenu plus sérieux, avec une détermination froide dans les yeux. « Jeanne, j'ai entendu dire que tu es en danger, » dit Martin lorsqu'elle passa le voir pour prendre un café. « Cet escroc, ton mari, veut tout te prendre. Tu ne peux pas laisser faire ça. Je sais que tu es une bonne personne, et je vais t'aider. Tu peux compter sur moi. »« Merci, Martin, » répondit Jeanne, les larmes aux yeux. « Tu es très gentil. »« Pas besoin de me remercier, » répliqua-t-il. « Tu m'as sauvé. Je te dois ma vie, il semblerait. Et Marcus pense aussi beaucoup à toi. J'ai entendu Daniel Benson dire que cette bande se comporte de manière malhonnête dans l'ensemble, et Daniel est un homme droit.
il veut t'aider, alors je pense qu'on pourra s'en sortir ensemble. Après les paroles de Martin, Jeanne se sentit un peu réchauffée de l'intérieur, en ces moments difficiles où il semblait que le monde entier s'était détourné d'elle. Merci infiniment, Martin. Je serai très reconnaissante de ton aide. Bientôt, elle reçut des nouvelles de son avocat, le procès était fixé pour la semaine suivante. Le temps filait sans qu'elle ne le remarque, chaque jour apportant de nouvelles inquiétudes, mais Jeanne les repoussait obstinément. Pendant ce temps, Marcus s'était tellement attaché à elle qu'il se considérait presque comme une famille. Jeanne, dit Marcus alors qu'elle lisait des documents en préparation du procès, ne baisse pas les bras. Tu es forte et gentille, et la meilleure infirmière du monde. Je n'oublierai jamais que tu as sauvé mon père. Jeanne serra le garçon dans ses bras. Ces mots, pleins d'innocence enfantine et de foi, devinrent un rayon de lumière dans son sombre tunnel. Merci, Marcus, tu m'aides beaucoup. Le jour du procès, Jeanne se réveilla tôt, le cœur anxieux. La salle d'audience était remplie de silence, avocats, le juge, Étienne, Roxane, Caroline, Charlotte, des employés de sa clinique, Martin et Daniel, tous étaient présents. Charlotte, habillée entièrement en noir, jeta un regard méprisant à Jeanne. Ah, la voilà, la coupable du malheur de mon mari, siffla la femme d'affaires en s'adressant au juge, sans même baisser la voix. Jeanne la fixa calmement. Elle ne voulait pas céder un pouce de terrain à cette femme et savait qu'elle n'avait rien à se reprocher, puisqu'elle avait déjà gagné le premier procès. Je préviens tout le monde dès maintenant, la cour sera objective, dit le juge. Les témoins, préparez-vous à donner votre témoignage. Il s'avéra que Daniel Benson fut le premier à témoigner. Votre honneur, je connais Jeanne Lemoine depuis relativement peu de temps, commença l'homme d'affaires, mais je peux dire avec toute la responsabilité nécessaire qu'elle est une excellente spécialiste et une personne merveilleuse. Je crois que toutes les accusations portées contre elle n'ont aucun fondement. À mon avis, il s'agit simplement d'une tentative de son mari pour s'emparer de tous ses biens. Le personnel de la clinique donna ensuite ses témoignages, et à la grande surprise de Charlotte, aucun ne confirma les accusations portées contre Jeanne. Martin affirma également que Jeanne lui avait sauvé la vie, et qu'il ne pourrait jamais croire qu'elle puisse faire du mal à qui que ce soit. Quand vint le tour de Jeanne de répondre aux questions, elle parla de son travail, de son véritable désir d'aider Daniel, de la froideur et de l'indifférence soudaine d'Étienne, de la maison de campagne et des conversations étranges et des manigances de sa belle-mère. Le procès dura plusieurs heures. Jeanne répondit aux questions, retenant ses larmes, tendue mais confiante. Elle sentait que sa vérité, son honnêteté et sa gentillesse transperçaient toutes les mensonges et les intrigues qu'Étienne et Caroline Lemoine avaient tissées autour d'elle. Finalement, après une longue délibération, le juge annonça la décision. Le tribunal reconnaît que votre mariage est dissous. Tous les biens doivent être partagés équitablement. Cependant, la plainte de Madame Dupont visant à vous déclarer incompétente est rejetée. Monsieur Étienne, s'adressa-t-il au mari de Jeanne, vous êtes également tenu de payer des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle. Le tribunal tient compte de la nature compliquée de votre relation en raison des menaces et des insultes. Monsieur Étienne, vous êtes obligé de dédommager Jeanne Lemoine pour ses souffrances. Vous êtes également interdit de tout contact avec votre ex-épouse, y compris les appels et messages, pendant les 5 prochaines années. Un moment, Jeanne resta stupéfaite de joie. Elle avait gagné, prouvé son innocence et protégé son honneur. En sortant de la salle d'audience, elle vit Martin et Daniel qui l'attendaient à l'entrée, souriant. « Félicitations, Jeanne, dit Martin. Tu as été formidable, tu es une vraie héroïne. » Jeanne, ajouta Daniel, une femme forte et courageuse. J'ai juste aidé un peu et convaincu le personnel de la clinique de ne pas participer à cette mascarade. Jeanne sentit des larmes couler sur ses joues. Elle embrassa Martin et Daniel à tour de rôle, réalisant qu'elle n'était plus seule. Elle avait des amis prêts à la soutenir à tout moment. Après le procès, elle passa plusieurs mois au village. Ce temps devint un oasis de tranquillité pour elle, où elle retrouva la paix et oublia les blessures qu'on lui avait infligées. « Jeanne, tu n'as pas idée à quel point je te suis reconnaissant, » dit Martin, assis sur son porche en regardant le coucher de soleil. Marcus semble être vraiment heureux pour la première fois depuis longtemps. Il parle de toi à tout le monde. Oui, c'est un garçon adorable, sourit Jeanne. Martin la regarda avec tendresse et ajouta doucement. Jeanne, tu es tellement gentille et intelligente. Je ne peux pas me passer de toi, et je veux que tu sois ma femme et la mère de Marcus. Jeanne sursauta. Elle ne s'attendait pas à une telle déclaration, et son cœur, qui avait été fermé aux sentiments depuis si longtemps, se mit soudain à battre plus vite. Je ne sais même pas quoi dire, murmura-t-elle. Je t'aime, Jeanne, chuchota Martin en prenant sa main dans sa grande paume calleuse. Je vois comment tu prends soin de mon fils. Tu as ramené la lumière dans nos vies. S'il te plaît, sois avec nous. Jeanne regarda Martin et réalisa qu'elle ressentait quelque chose de spécial pour lui aussi, quelque chose de chaleureux, familier et depuis longtemps attendu. J'accepte. Leur mariage fut bruyant et champêtre, tous les villageois y assistèrent, sans exception. Même des invités de la ville vinrent. Daniel Benson commença à leur rendre visite plus souvent et devint un bon ami de Martin, avec qui il commença à mettre en œuvre des projets audacieux pour développer la région.
Ensemble, les deux partenaires rénovèrent l'école où Marcus étudiait désormais et construisirent un pont qui facilitait l'accès à la ville voisine, ramenant ainsi la vie dans le village isolé. Mais le plus impressionnant fut l'installation de panneaux solaires modernes qui fournirent de l'électricité à toute la région. « Martin, on dirait bien qu'on est en train de rendre le monde meilleur », dit un soir Daniel Benson, en regardant le coucher de soleil au-dessus de l'école transformée. « Oui, et tout cela grâce à Jeanne. Son bon cœur semble nous inspirer à accomplir de grandes choses. » Étienne, ayant perdu Jeanne, sombra de plus en plus dans le désespoir. Ses sentiments pour Roxane s'étaient refroidis en l'espace de 6 mois. La maîtresse s'était avérée bien différente de ce qu'il avait imaginé, et le divorce n'avait apporté que de l'amertume et du vide. Étienne commença à boire, perdant de plus en plus le sens de sa vie. « Il s'est détruit », dit un jour Jeanne à Martin. « Il n'a pas trouvé le bonheur familial. » Martin la serra dans ses bras, la tenant fermement contre lui, et caressa doucement son ventre visiblement arrondi.